Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité Thierry Herzog. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des ténors du barreau, un avocat pénaliste reconnu, apprécié, redouté aussi. Vous êtes aussi l'ami de 40 ans de Nicolas Sarkozy, aux côtés duquel vous avez prêté votre serment d'avocat, c'était en 1981. Et aux côtés duquel aussi vous vous êtes retrouvé en novembre 2022 devant la 32e chambre correctionnelle dans le cadre de l'affaire dite Paul Bismuth. Vous partagez avec celui que vous appelez Nicolas une passion pour la boule, où vous passiez vos étés d'adolescent, et aussi pour la variété française. Serge Lama, Didier Barbelivien, mais aussi et surtout Johnny Hallyday, à qui vous vouez un véritable culte. Est-ce qu'il y a des points communs d'ailleurs entre le métier d'artiste et celui d'avocat ? Je pense qu'il y a vraiment des points communs, puisque que l'on soit artiste ou que l'on soit avocat, on monte sur scène. Ouais. C'est-à-dire, on met un costume de scène, une robe quand on est avocat, un costume de scène quand on est Johnny Hallyday, et on chante ou on plaide devant du public d'une part, et aussi des magistrats d'autre part. Et on joue la comédie ? Bien sûr, Ouais. car le métier d'avocat est un métier de comédien. Donc quelque part vous êtes un artiste du barreau ? Ou Écoutez, un artiste tout court ? on va dire un artiste du barreau, parce Ouais. qu'artiste tout court, ça ferait vraiment prétentieux. Ouais. Alors derrière le personnage, l'avocat que vous êtes devenu, il y a aussi un héritage et des racines familiales. Ça compte ? Ça a compté pour vous, vos racines algériennes, quelque part séfarades ? Oui, mais elles sont relativement anciennes, puisque Ouais. elles remontent à 3 ou 4 générations. Ouais. Donc bien sûr, ça a compté. Ça a compté, par exemple, dans la croyance. Ça a compté... Dans la croyance, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que, quelque part, vous avez dans une religion une croyance, vous avez dans une religion un certain nombre de sensibilités, de rites, de partage. Vous avez une nourriture spéciale. Là, il y a la nourriture, la musique, la bouffe, la musique. Absolument, C'est ça, hein ? c'est ça. Ça fait partie La de vous ? nourriture, c'est le couscous, mon plat préféré, comme si j'étais tombé dedans ou comme si on m'en avait mis dans mon biberon. Ouais. Et la musique. La musique ? Laquelle ? Bah, La musique judo-arabe, ça représente quelque chose pour vous ? ça représente quelque chose. Et par exemple, j'ai le plaisir, après l'avoir côtoyé, rencontré, d'être un des amis d'Enrico Macias. Ouais. Et quand vous allez voir un concert d'Enrico Macias, il y a quelque chose que vous ressentez à la fois sur scène, mais aussi dans la salle. Dans la salle. Donc, la bouffe, ça compte. Il y a un côté couscous. Il y a aussi la cuisine italienne. Le côté cuisine italienne, celle de Nice et de la petite maison. C'est vrai ou pas ? C'est vrai, Hein ? c'est vrai. Mais ça, je vous dirais que ça a compté avant que je ne rencontre mon épouse, puisque j'adorais Nice. Ma grand-mère paternelle vivait à Nice. Et par le hasard des affaires, quand j'ai commencé à avoir des affaires dans toute la France, il y a des villes qu'on adore, un peu comme, si vous voulez, on parlait des chanteurs tout à l'heure, Ouais. un peu comme les chanteurs. Et une ville comme Nice est une ville qui réunit à la fois, pas forcément une bonne justice, mais au moins le soleil, une cuisine méditerranéenne exceptionnelle, une plage. J'allais la vous mer. dire, la cuisine, le soleil, la mer. C'est ça. Hein ? Il n'y a rien de plus pour être heureux. Vous êtes heureux sur les bords de la Méditerranée. Tout à fait. Hein ? Tout à fait. Vous vivez Et quand sur j'ai les- eu en plus la chance de rencontrer une femme qui est devenue mon épouse et qui vit à Nice alors que je vis à Paris, je ne passe donc que des week-ends à Nice. On a donc 2 jours et demi pour s'engueuler. Et en même temps, Et pour si s'aimer, vous voulez, hein. et pour s'aimer. Et quand je quitte Nice, j'ai hâte d'y retourner la semaine d'après. Parce qu'on précise pour nos auditeurs qui ne le savent pas, hein, votre femme, sa famille
Eh ben, c'est les propriétaires du ce restaurant célèbre de Nice, La Petite Maison. La Petite Maison, Ouais. qui était aussi, sans qu'on en ait forcément parlé, au début de notre amitié, qui est devenu aussi l'un des restaurants préférés du président Sarkozy. Et on va parler de l'amitié que vous avez avec Nicolas Sarkozy, mais un peu plus tard. D'abord, passionné de musique. Vous l'êtes? Passionné de musique, je suis de variété française. Variété française. Alors justement, notamment de Johnny. Pourquoi Johnny? Qu'est-ce qui vous a attiré en lui? Pourquoi lui? Écoutez, j'ai été un vrai fan de Johnny. J'ai passé ma vie à voir tous ses concerts. Ouais. Euh, Combien de concerts? J'ai dû voir à peu près 300 fois Johnny sur scène. Uniquement en France? Uniquement en France, et je suis allé à Las Vegas Ouais. en 1996 quand il a chanté à Las Vegas. Et donc, vous avez des airs de Johnny en tête? Vous pouvez chanter du Johnny? Alors, je peux chanter Johnny. Allez-y. Forcément, je vais mal le chanter. Mais c'est pas grave. Ah, je pourrais vous chanter Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été. Oui, par exemple, Je t'aime, j'adore que je t'aime. Allez-y. J'adore Un jour ou l'autre s'arrêter là. Vous voyez, cette chanson, j'adore. J'adore les reprises aussi de Johnny. J'adore... qu'est-ce que je pourrais vous chanter? Enfin, j'adore beaucoup de Enfin, chansons. j'ai l'impression que vous avez tous ces airs, toutes ces paroles en tête. Toute la journée. Hein? Toute la journée. Ça me fait penser à Nicolas Sarkozy. C'était à La Baule, c'était en 2005-2006. Hein. 2005, en septembre 2005. Septembre 2005. Journée d'été, à l'époque, ça devait être l'UMP. Et je crois même que c'était Est-ce que c'était l'UMP? C'était pas le RPR en 2005? ou le RPR, enfin bon, bref. Oui, peut-être. Non, c'était l'UMP, puisque Chirac avait créé l'UMP en 2002. Et donc, oui. Il avait chanté pratiquement toute une soirée, jusque tard dans la nuit, avec Didier Barbelivien à ses côtés. À la guitare, il chantait les chansons, notamment de Johnny. Et je vais vous faire une confidence. Il chantait notamment les chansons de Johnny. Et cette même scène s'est reproduite quand il était président de la République en septembre 2007. Il m'a invité au Stade de France. Il m'a invité en Irlande pour voir le rugby, le championnat. Et au retour, il a décidé d'aller dîner dans un restaurant parisien que je ne citerai pas. Et il y avait Johnny. Et il a demandé à Johnny, comme un jeune fan émerveillé, s'il accepterait de chanter quelques chansons pour lui et pour ceux qui étaient conviés. Et Johnny, qui ne le faisait jamais, parce que sinon, si vous voulez, il n'aurait fait que ça toute sa vie à chaque fois qu'il était invité à dîner. Pour le président, il a fait une dérogation et le silence s'est fait dans le restaurant. Et Johnny, qui avait du mal à trouver les paroles, qui était accompagné à la guitare par Didier Barbelivien, a eu comme souffleur le président Sarkozy. Oui, qui connaît toutes ces chansons. Alors, il y a Johnny, il y a Barbelivien, Serge Lama. Barbelivien et Serge Lama. Michel Sardou? Moins. Mais Serge Lama, bien sûr. Ouais, pourquoi? Parce que quand j'étais étudiant, j'étais en 2e année ou 3e année de droit, et je suis entré comme contrôleur au Palais des Congrès. Ouais. Je déchirais les tickets, j'indiquais au public première rangée, deuxième rangée, vous allez trouver l'ouvreuse. Et Serge Lama est venu en janvier 1977 la première fois. Il chantait 3 mois au Palais des Congrès, et son assistante a demandé s'il y avait un volontaire pour rester beaucoup plus tard que la fin du spectacle et pour le raccompagner à l'hôtel en étant payé double. Et vu que ça m'intéressait, je l'ai fait. Serge Lama était content de bavarder avec quelqu'un qui n'était pas dans le showbiz, qui se destinait au métier d'avocat. Il est revenu 2 ans plus tard. Il a refait 3 mois au Palais Congrès à bureau fermé. Et ensuite, il m'a dit, écoutez, si vous avez besoin un jour d'essayer d'entrer chez un avocat, téléphonez-moi. Je lui ai téléphoné. Effectivement, il m'a présenté 2 avocats. Finalement, je ne suis pas allé chez eux et j'ai fait un autre stage avec du pénal. Le pénal, on en parlera. La jeunesse, Thierry Herzog, quel souvenir vous en avez? Ma jeunesse? Une jeunesse très heureuse.
une sœur avec laquelle je m'entends bien. Qui est juge. Qui est magistrate, absolument. Absolument. Elle a passé c'est une personne géniale, on m'a dit ça. Il paraît. Oui, mais... oui. On n'a pas forcément les mêmes idées, mais après tout, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes idées politiques. Je parle pour... Elle est à droite, elle ? Pour s'aimer, plutôt à gauche. Et donc, moi, on va me mettre à droite. Encore que ça n'existe plus, tout ça. Il n'y a plus de clivage. C'est le nouveau monde, ça n'existe plus. Ouais. Et donc... Jeunesse heureuse, sans histoire, des études que j'ai poursuivies ou qui m'ont poursuivi. Je n'étais pas emballé à l'idée de faire mon droit, mais après tout, je me disais, ça peut peut-être mener à tout. Ouais. Et puis voilà, je suis devenu avocat parce que il fallait gagner sa vie. Voilà, et puis alors, avant, il y avait le lycée Jacques Decour. J'étais au lycée Jacques Decour, absolument, avec un certain nombre de condisciples et alors justement, qui sont célèbres, voilà, justement, qui le sont devenus. Ouais, et alors justement, il y avait Francis Piner, notamment. Il y avait Francis Piner qui avait 2 ans d'avance. Qui a 2 ans d'avance. Et alors, il a dit que vous aviez la réputation d'être chahuteur avec déjà un humour ravageur. C'est trop gentil. Il dit ça. C'est trop gentil. Alors avec lui, il y a eu un petit moment de on a eu une séparation de froid dû à la politique, parce qu'il était, et je l'étais aussi d'ailleurs, il est resté chiracien et villepiniste. Je l'étais, en tous les cas, chiracien. Et puis quand Nicolas Sarkozy a voulu devenir président, j'ai fait la campagne de 2007, avec moins de succès, et pour cause, j'ai fait aussi celle de 2012. Encore une fois, on parlait avocat, il l'est bien sûr, on parlait chanteur, mais c'est pareil, vous allez voir un meeting du candidat Sarkozy ou du président Sarkozy en 2012, vous avez l'impression de voir un chanteur entrer sur scène. Un artiste. Vous voyez, un artiste. Vous voyez le parc des expositions, la foule, les drapeaux bleu, blanc, rouge, c'est magnifique. C'est l'incarnation, puisque votre émission s'appelle Les Enfants de la République, c'est quelque part l'incarnation de la République. La République, et lui, il a dit, je suis un enfant, un citoyen au sang mêlé. Hein, c'est ça. C'est ce qu'il avait dit dès 2007 ou 2006. Donc, chahuteur, humour ravageur, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est gentil, ça, c'est la preuve de l'amitié, parce que... Et il dit aussi, ou c'est peut-être pas lui qui dit ça, c'est quelqu'un, un autre avocat, un autre confrère avocat qui dit que vous avez un talent pour mimer les scènes. C'est un peu ce qui se passe dans le prétoire d'ailleurs. Hein. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, je crois d'ailleurs, que c'est Le Bon qui dit ça. Oui, tout à fait. Il y avait d'ailleurs, alors il y avait Francis Piner qui était au lycée. Il y avait celui qui est devenu un homme d'affaires important, qui travaille dans le textile, qui a beaucoup de magasins, qui s'appelle Franck Namani, qui était aussi au lycée. Il y avait pas mal... Un vivier, si c'est. Comment ? Un vivier. Un vivier. Hein ? Un vivier. Une bonne ambiance. Magnifique. Magnifique, le 9e. Avec la fête foraine. Pigalle. Le 9e. Les manèges. Vous allez souvent à Pigalle ? À l'époque ? Oui, bien sûr. Et alors, donc, talent pour muer les scènes, donc lycée Jacques pour muer les scènes, lycée Jacques Decour, études de droit, on en a parlé. Là, nous sommes dans la seconde moitié des années 70, les années Giscard. Qu'est-ce que vous retenez de ces années Giscard ? Ça vous a plu ou pas ces années ? Absolument, oui, absolument. Ça m'a plu. Je passais mon bac en 1973, un an avant l'élection de Giscard. La guerre des Kippour, c'était un moment clé. C'est ça. Je pense que Giscard a été un grand président de la République. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait voter des réformes absolument incroyables. L'avortement, bien sûr, la majorité à 18 ans et le droit de vote à 18 ans. Et puis, après, c'est l'échec en 1981. Et au fond... peut-être le travers de tous les hommes politiques de très haut niveau, la course en avant, avec la tentation et la volonté de vouloir revenir au pouvoir. La course en avant et la cour, phénomène de cour aussi. Alors le phénomène de cour, je l'ai observé d'abord avec celui qui est, je devrais pas parler au passé, mais qui était à l'époque mon client, qui a été l'un des premiers à faire confiance à un pénaliste, entre guillemets, tout-terrain, c'est le maire de Paris, Jean Tibéri, où j'ai observé le phénomène de cour qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que
au fond, les grands hommes politiques, les fauves politiques, ceux qui ont des vraies responsabilités, maire de Paris, président de la République, ministre d'État, n'ont jamais de conseillers qui osent leur dire non. Ouais. Et c'est quelque part leur drame. Quelque part leur drame. Ouais. Ils diraient, tiens, si je sautais par la fenêtre, vous aviez des gens qui disaient, monsieur le maire, vous avez raison, c'est une bonne idée. Ouais. Et là, j'étais effaré de découvrir ça. Alors, effaré. Études, vous avez donc, vous disiez que vous avez travaillé au Palais des Congrès, mais aussi à RTL. J'ai bossé à RTL. 74, je crois. Ouais. Réceptionniste au téléphone. Allez, racontez-nous. Un réceptionniste au téléphone. Alors, je suis entré à RTL par hasard pour répondre à une petite annonce. On m'a mis au standard. À l'époque, il y avait 3 émissions à RTL qui requéraient l'usage d'un standard téléphonique. Il y avait le Stop ou encore d'Anne-Marie Pesson. Il y avait le hit parade d'RTL d'André Torrent. Et il y avait Ménie Grégoire, répond à vos appels téléphoniques. C'était des émissions extraordinaires. Et le but était de prendre les appels. Et petit à petit, on m'avait nommé chef standardiste. C'est-à-dire que c'est moi qui posais les questions. Les choses, hein, et je posais les questions. Je transmettais les questions à Ménie Grégoire. C'est un peu un boulot d'avocat, ça. Quelque part. Mais quelque part, si vous voulez... Ou de psychologue. Oui, c'était extraordinaire. Ouais. Ça vous a pris quoi ? Ça m'a appris à approcher de très près des grands journalistes comme Philippe Bouvard, qui travaillait à RTL, Léon Zitrone le matin, qui était capable, sans une note, de faire le journal à partir de 7h du matin. Philippe Bouvard, il déjeunait à la cantine. Et un jour, je me suis approché de lui et je lui ai dit, écoutez, monsieur, je voudrais vous demander un conseil. Donc vous aviez une vingtaine d'années. Hein. Ouais. Je me destine au barreau, je suis en 3e année de droit. Qu'est-ce que vous me donneriez comme conseil si je deviens avocat ? Et Philippe Bouvard m'a dit, écoutez, je vais vous donner un conseil, gardez-le précieusement, il faut être disponible. Quel que soit le métier que vous ferez, il faut être disponible. Les années ont passé et puis j'étais rue d'Enghien en 2007, le jour du sacre du président Sarkozy, jusqu'à 20h, bien sûr, au QG, rue d'Enghien, jusqu'à 20h, même si vous sentez dès 19h que, vous avez les sondages qui indiquent que les sondages sont très bons, et puis la marge fait qu'ils ne peuvent pas se tromper. Je me suis approché de lui, et je lui ai demandé s'il se rappelait de moi. Évidemment, s'il m'avait dit oui, j'aurais été quand même surpris, parce que Bouvard était là. Et il m'a dit non, expliquez-moi. Alors, je lui dis, voilà, il y a telle année, je vous ai demandé un conseil. Et alors, il m'a regardé et je dois dire que sa réponse est exceptionnelle. Et avec sa façon de parler qui est la sienne, il m'a dit, écoutez, je me souviens très bien de vous avoir dit ça. Je vois que ça vous a pas mal réussi puisque maintenant, vous allez devenir l'avocat du chef de l'État. Ouais. Et je lui dis, mais est-ce que vous pensez toujours qu'il faut être disponible ? Il m'a dit, non seulement je pense toujours qu'il faut être disponible, mais il a fait comme ça, et je vous dirais qu'il faut l'être, surtout quand les autres ne le sont pas. Ah, vous savez bien l'imiter, hein, talent d'imitateur aussi. Service militaire à Vincennes. Oui. Hein, c'est la caserne des pistonnets, hein, je connais un peu ça. Un peu, je vois que vous avez fait aussi à Vincennes. Ouais, Vincennes. Ça a été une erreur de supprimer le service militaire ? Total. Hein ? Total. Ça manque aujourd'hui. Ça manque, non seulement ça manque, mais c'est quelque chose qui manque à un homme qui n'aura pas fait ou qui n'a pas fait son service militaire. Ouais. Parce qu'on peut en dire ce qu'on veut. D'abord, on est confronté à un mélange de cultures totalement différentes. De régions différentes. D'origines différentes. Et puis... Petite pote, hein. Ouais. Et puis, vous apprenez plein de choses. J'ai gardé des souvenirs formidables de Vincennes. J'avais essayé de me faire réformer. Mais ça, quand on est à Vincennes, hein, c'est un souvenir. Vous rentrez tous les jours chez vous. Oui, sauf les week-ends. Parce que les week-ends, vous devez laisser partir ceux qui ont à 1000 km à faire en train pour retrouver leurs parents. Pour la permission. Ouais. Et donc, l'échange que vous faites, c'est je prends toutes mes soirées, par contre, je prends les permanences le week-end. Ah oui, parce que moi, j'avais aussi le week-end. Mais bon. C'était un week-end sur 2 ou sur 3. Bon, bref. Mais sinon, j'avais 3 week-ends sur 4 de permanence, mais j'avais toutes mes soirées. Alors ensuite, vous choisissez le métier d'avocat, le droit, le métier d'avocat. Ensuite, je passe le CAPA. Le CAPA de 79, hein, c'est ça ? Absolument. Hein,
Absolument. Alors, pourquoi avez-vous voulu être avocat et pourquoi avoir choisi le droit pénal? Alors, le droit pénal, pour tout vous dire, ça a été tout à fait par hasard. Quand j'ai décidé de chercher un stage, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait 10 offres de stage pour une demande de stage. Il y avait une bourse au palais de justice où vous aviez des avocats célèbres qui proposaient l'embauche de 2 stagiaires. Bon, c'est plus la même chose aujourd'hui. C'est même pas que c'est plus la même chose, c'est qu'aujourd'hui, à Paris, on est 35 000, Ouais, c'est ça. dont 30 000, malheureusement, qui peuvent à peine vivre de leur métier vivre de d'avocat. leurs revenus. Ouais. Aujourd'hui, le métier d'avocat a été organisé sans qu'il y ait de numerus clausus, ce qui a fait qu'on est trop nombreux. Et donc, qu'on plaint la jeune génération. Et alors, on parlera du stage que vous avez effectué. Mais d'abord, 81, vous prêtez serment d'avocat comme Nicolas Sarkozy, qui est devenu... Moi, je prête serment fin 79 et Nicolas Sarkozy prête serment début 81. En fait, on n'a pas prêté serment ensemble, mais dès que je suis entré chez Pelletier, chez Maître Pelletier d'ailleurs. Donc un grand avocat pénaliste. Un très grand avocat pénaliste, un immense avocat pénaliste. J'ai croisé au hasard des couloirs un jeune avocat qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui était lui chez Guy Danet, qui allait devenir bâtonnier. Et on a sympathisé. On allait place Dauphine en attendant notre tour aux audiences. On refaisait le monde, on refaisait la vie. Cette jolie petite place à côté du palais de justice. Oui, et en fait, on n'aurait peut-être jamais dû se revoir, puisque en 83, il est devenu maire de Neuilly et son activité d'avocat était vraiment à mi-temps chez le bâtonnier Danet. Ensuite, il a monté son propre cabinet. Et en fait, on s'est revus, puisqu'on se retrouvait chaque été à La Baule, où il était en famille. Et donc, on ne s'est jamais perdu de vue. Et vous imaginez à l'époque, ça nous fait revenir à 40 ans en arrière, un peu plus de 40 ans en arrière, qu'il allait avoir la carrière qu'il a eue? Pour être franc, j'ai toujours été impressionné par son intelligence. C'est, je crois, le signe de marque ou de fabrique le plus flagrant chez lui. Vous dire que j'imaginais la carrière qu'il aurait, ce serait alors devenir voyante ou voyant, mais en revanche, il avait déjà l'envie d'être président de la il a République. déjà, entre guillemets, il avait déjà piqué la mairie de Neuilly à un grand. Oui, à Pasqua, oui. Et ensuite... Il faut le faire quand même. Il faut le faire. Quand on a 20 et quelques années. Député, ministre, jeune, tout ça jeune, et une ambition dévorante. Vous voyez, il n'était pas en vacances comme les autres. Quand on n'a pas d'ambition politique, d'ailleurs, même pour n'importe quelle profession, y compris quand on est avocat, on ne réussit pas. Absolument. Absolument. Je crois que c'est indispensable. Si vous ne voulez rien, comme il le dit souvent, je crois que c'est vrai, on ne vous donne rien, on ne m'a rien donné, je suis allé le chercher. Et il est l'exemple type de la vraie réussite, car il n'est pas fils d'eux, il n'était pas énarque, il a doublé un certain nombre de gens parce qu'il était plus talentueux, et pour avoir le rapport qui est le mien avec lui, il est indiscutablement au-dessus du lot. Et je vais vous dire, souvent je lui dis, au fond, on a le même diplôme, on avait la même robe, t'as monté les marches et je suis resté avocat. Un grand avocat. Non, Très grand avocat, oui. Je suis resté avocat quand même. Et l'épisode 2005, je crois, Chirac, je décide, il exécute. Ça, je crois que ça a été pour lui terrible. Et j'ajouterais que... Ça a été terrible ou ça lui a donné envie d'avancer? Ça lui a donné envie d'avancer. D'ailleurs, le 14 juillet, il organisait au ministère de l'Intérieur une garden party. C'est-à-dire qu'il venait à celle... Parce que le jeu décide, il exécute, je crois que c'était le 11 juillet. Non, c'était le 14 juillet. C'est quand Poivre d'Armor lui pose la question de savoir s'il peut y avoir un problème entre le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Parce qu'il y avait une interview de Sarkozy au Monde le 11 juillet. Tout à fait. D'où mon erreur. Et alors, pourquoi je vous pose cette question? Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre
Sarkozy-Chirac et Darmanin-Macron. Et c'est pas pour parler de politique, mais pour parler de rapport humain. Non, de rapport humain. Je crois que le parallèle à pouvoir faire, ou le rapprochement à pouvoir faire, est que d'un côté, vous avez Darmanin qui veut, en tant que ministre, essayer d'avoir le même parcours que celui du président Sarkozy. Et d'un autre côté, il est qu'il pousse d'ailleurs le président Sarkozy. Oui, il est renforcé dans cette idée, puisque le président Sarkozy, dans son livre ou dans les interviews qu'il a données à l'occasion de la publication de son livre, encourage Gérald Darmanin avec l'affirmation des qualités qui sont les siennes. Et il y a un parallèle à faire entre ces deux épisodes, ces deux séquences. Le seul parallèle qu'il y a à faire, c'est qu'au fond, quand vous faites de la politique, vous voulez toujours franchir la marche au-dessus. La marche au-dessus. Et le temps ne compte pas pour vous. Et est-ce que vous voyez des points communs? Et il y aura très peu de questions politiques entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Ah, sûrement. Lesquels? Une rapidité d'esprit, une rapidité dans l'action, des hommes qui savent décider, la jeunesse du président Macron, celle qui était à l'époque celle du président Sarkozy, qui est déjà plus âgé à l'époque quand il devient président que ne l'est le président Macron, et puis ceux qu'on n'attend pas. C'est-à-dire... Il est venu par hasard, hein? C'était une surprise. Parce que je pense que le président Macron, dans sa tête, émet l'hypothèse que François Hollande ne se représentera pas, comme le président Sarkozy ou comme Nicolas Sarkozy à l'époque avait émis celle, compte tenu de son état de santé, selon laquelle non seulement il ne pourrait pas se représenter, la Constitution Jacques Chirac l'aurait empêché en parlant de Chirac, mais que Villepin n'aurait pas le niveau. Voilà, et alors on passe à une autre question qui est liée un peu à ça. On connaît la haine, les haines en politique, vous parlez de Villepin-Sarkozy par exemple. Est-ce qu'elle existe entre avocats, cette haine? Bien sûr. Hein? Bien sûr. Vous l'avez vécu? Je l'ai vécu. Vous en avez souffert quelque part ou pas? Non. Pour vous dire la vérité, non, parce que la haine, c'est pas un sentiment qui m'anime. Je crois qu'il faut... Non, mais vous avez senti la haine contre vous, de vos confrères? Bien sûr, hein? mais très peu. Très peu. Parce que vous avez beaucoup d'amis, on va en parler. Oui, j'ai senti la haine. La jalousie, peut-être? J'ai senti plutôt la jalousie. Mais vous savez, il y a une qualité que j'ai essayé de faire mienne et puis que j'ai enseigné à mon fils. Qui est avocat et dont je suis bien sûr très fier. C'est de ne jamais humilier. Si vous n'humiliez jamais les gens, vous avez des gens qui notamment ne vous dans un procès, pas. bien entendu. Hein. Dans un procès, dans la vie. Dans la vie. Si vous n'humiliez jamais les gens, vous avez des gens qui ne vous aiment pas, mais vous n'avez pas d'ennemis. Donc vous avez commencé dans le cabinet de Jean-Louis Pelletier. Bon, Jean-Louis Pelletier qui était un grand avocat pénaliste, avocat de Jacques Messrine, Francis le Belge, le parrain du milieu à l'époque, de Daniel Leprince ou encore de Valéry Subra dans l'affaire Attab, Sarro, Subra. Je ne sais pas si vous étiez encore à son cabinet. Je n'étais plus à son cabinet, mais j'ai assisté avec lui au procès. J'ai failli plaider avec lui pour Valéry Subra, le trio diabolique. Et je me suis dégonflé parce que je ne me sentais pas de plaider avant lui. Pourquoi ? Vous savez, quand vous venez de vous installer... Pelletier est toujours celui qui m'a tout appris, de peu de choses que je savais, et je me suis déballonné. On apprend au contact des voyous? Énormément. On apprend au contact des grands avocats. On apprend au contact des grands avocats. Vous voyez, j'ai dû suivre Maître Pelletier pendant les 3 ans de mon stage, et ensuite, après, quand je suis parti, je l'ai suivi aussi pour assister à des procès. C'est extraordinaire, si vous voulez. J'avais le même plaisir, vous voyez, que quand aujourd'hui j'ai la chance d'aller à Roland-Garros voir Nadal jouer ou Djokovic, et que je suis à 3,50 m du terrain. Vous sentez les choses, ça vous vient en pleine figure. Vous regardez les yeux quand il attend la balle, vous regardez la manière dont il lève la raquette quand il va servir. C'est extraordinaire. Et vous ressentez ça, par exemple, je me faisais la réflexion l'autre fois, quand vous regardez Alcaraz aujourd'hui, c'est extraordinaire de voir
les coups qu'il peut préparer sans ne rien montrer. Ouais. Et alors, Jean-Louis Pelletier, il a obtenu 2 fois la grâce présidentielle. 2 fois la grâce présidentielle. Dont une fois quand j'étais à son cabinet. Auprès de De Gaulle 65, auprès de Mitterrand 81. 81. L'abolition de la peine de mort, c'est... Qu'est-ce que vous en aviez pensé en 80? Je suppose que vous y étiez pour. J'étais pour. Hein? J'étais pour. Et vous en pensez quoi aujourd'hui? Je suis toujours pour Ça a été l'abolition de la peine de mort. un grand progrès? Ça a tué d'abord, ce qui est dommage, c'est que ça a tué les chroniqueurs judiciaires. C'est-à-dire, les grands chroniqueurs judiciaires n'existent plus. Ouais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun procès où il y a un véritable enjeu. Ouais. Le seul enjeu, c'est la peine incompressible ou pas. C'est la peine incompressible ou pas. Elle est prononcée très rarement. C'est comme ça. 22 ans ou pas. Alors après, ça, c'est la sûreté, c'est autre chose. Bon, mais le crime ou les crimes les plus atroces, les attentats, etc., ne donnent plus lieu à l'enjeu qui était celui de la peine de mort. La peine de mort. Alors, Badinter, qui était à l'origine de l'abolition, quel jugement vous portez sur son parcours d'avocat? C'était aussi un grand avocat pénaliste, et à celui de garde des Sceaux. Écoutez, soyons clairs, son nom restera attaché à la réforme de la peine de mort. Ouais. J'allais presque dire, bon, c'est déjà énorme, mais c'est tout ce qu'il a fait. Comme garde des Sceaux, il n'a pas fait grand-chose en dehors de ça. Vous allez me dire, c'est sans doute déjà beaucoup. Et alors, pourquoi je vous parle de lui? Pourquoi? Parce que vous êtes l'ami aussi d'Éric Dupond-Moretti, l'actuel garde des Sceaux, qui fut avocat pénaliste et qui est devenu l'un de vos intimes. Il y a un parallèle à faire entre lui et Badinter ou pas? Non, je ne crois pas. D'abord, Éric Dupond-Moretti est resté beaucoup plus longtemps avocat que ne l'est resté Robert Badinter. Ouais. C'était un vrai plaideur d'assises, un grand avocat d'assises, et surtout, en tant que garde des Sceaux, il l'est depuis plus de 3 ans maintenant. Il a fait des choses. Il a fait d'abord une chose très importante. Tous ceux qui le critiquent sur le budget, applaudir. Mais bien sûr, le budget de la justice. Il est le seul garde des Sceaux qui a obtenu à chaque budget 8 à 9% d'augmentation. Ça paye l'emploi, l'embauche de greffiers, l'embauche de magistrats, l'embauche de moyens de personnel de justice, de moyens techniques. Il a fait des choses. Il a fait des choses. Il a fait des choses. Et alors, par ailleurs, donc, un point d'histoire, quelque part. Vous l'avez connu en 83, lors du procès OMVA. Vous étiez du côté de Tapie de l'OM, lui du côté de Valenciennes. Et pourtant, une amitié est née. Et alors, j'ai eu cette phrase, on m'a donné cette phrase de Dupond-Moretti sur vous. Il dit qu'à la différence des autres, vous êtes l'un des seuls qui ne l'ait pas regardé comme s'il avait de la paille dans ses chaussures. C'est vrai, c'est vrai qu'il a écrit ou il a dit ça. Ouais. Écoutez, moi j'ai sympathisé avec lui le premier jour, quand on s'est croisés à la confrontation dans le cabinet du juge de Valenciennes. Il défendait son client, je défendais le mien. Donc lui c'était un joueur de l'OM et vous c'était Glassman. C'est le contraire. Lui c'était Glassman, le joueur de Valenciennes, qui dénonçait les agissements des joueurs de Glassman, l'OM. Pardon, j'ai fait une erreur. Moi c'était Jean-Jacques Edely. À la demande de Tapie. À la demande de Bernard Tapie. Et il a commencé tout de suite à être déjà l'avocat qu'il était. Et alors, cette amitié, elle compte avec Dupond-Moretti? Elle compte beaucoup, oui. Quelque part, vous êtes niçois tous les deux un peu. Alors, vous voyez souvent à Nice. C'est ça, on se éventuellement le week-end. Absolument. Et éventuellement la petite maison aussi. Absolument. Vous avez bien la bouffe tous les deux. Vous savez tout, on aime la bouffe. La bouffe, la mer, le soleil, la baignade. Est-ce que vous diriez qu'il y a un acharnement des juges, des politiques, des journalistes contre lui? Bien sûr. Bien sûr. Des journalistes. Ils en souffraient pour lui, il en souffre? Je ne crois pas qu'il en souffre, parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui a affronté tellement de procès pour les autres qu'il a une carapace, et puis qu'il est quelqu'un, comment dire les choses, de carré. Mais forcément, je pense que dans son fort intérieur, il en souffre. Vous savez, quelque part, on souffre toujours de l'injustice. Toujours, quelle qu'elle soit. Et il faut en être victime, j'y mets bien sûr des guillemets, car il y a des injustices tellement plus rares, comme celle de voir un enfant disparaître, comme celle de voir un enfant être assassiné, qu'il faut essayer de
garder les pieds sur terre. Alors, vous avez débuté avec 2 autres avocats, Oui. les 3 H. Oui. Hervé Temim, H comme Hervé, Pierre Haïk, H comme Haïk, et vous, H comme Herzog. H comme Herzog. Et les mauvaises langues, vu qu'on avait à l'époque toutes Héroïne. les affaires de stupes, disaient et H comme héroïne. Et H comme héroïne. Vous avez formé un trio inséparable. Inséparable. Et puis, il y a quelques mois, cette année, Temim et Haïk sont décédés. Haïk et Temim. Qu'est-ce que vous retenez d'eux ? Ça a été une douleur, c'est toujours une douleur. C'est toujours une douleur. Ce sont l'un comme l'autre, c'était des frères pour moi. Ouais. C'était pas une journée sans pouvoir se téléphoner. C'était des vacances qu'on passait ensemble. C'était pour Pierre Haïk, son épouse Jacqueline Lafont, qui est la marraine de mon fils. C'était une intimité réelle, avec un respect bien sûr de chacun. Et c'était pareil avec Hervé Temim. Ouais. Et le sort s'est acharné puisque le jour du décès, le jour de l'enterrement de Pierre Haïk, c'est là où Hervé Temim, avec lequel nous avons chacun fait un discours. Le président Sarkozy a fait aussi un discours. Et puis nous nous sommes retrouvés pour prendre le verre, j'allais dire, de l'amitié. Hervé ne se sentait pas bien. J'ai pensé que c'était peut-être le choc. L'émotion. Par rapport à l'émotion d'avoir mis en terre Pierre. Et il est rentré chez lui et il a juste eu le temps d'appeler les secours. Et il s'est plus jamais tombé dans le coma. Ça a duré des semaines. Et ça a duré des semaines. Et il est mort. Un avocat exceptionnel, comme Haïk d'ailleurs. Oui, 2 grands avocats qui manquent et qui manqueront toujours. Avec beaucoup d'humour, tous les 2 d'ailleurs. Toujours. Toujours de l'humour. Beaucoup d'humour, beaucoup de professionnalisme, beaucoup de sérieux. Aussi des avocats comme vous, redoutés. Racontez-nous les flags avec eux. Les flags avec eux, on avait décidé d'aller faire les audiences des flagrants délits. J'ai lu un très beau papier d'il y a 20 ans. De Dominique Simoneau dans Libération à l'époque. Tout à fait. Tout à fait. Ou 20 ou 22 ans d'ailleurs, 80. Dans Libération. Tout à fait. Ouais. On avait décidé de se présenter comme avocat commis d'office, de prendre tous les dossiers, de faire durer les audiences, de dire qu'il n'y a rien qui allait bien, de soulever des nullités de procédure. Bref, on a perturbé l'audience. On a eu quelques victoires, mais beaucoup de défaites. Beaucoup de défaites et j'ai lu le papier, j'ai l'impression beaucoup de mépris des juges. Ah oui. Hein ? Oui. D'une certaine juge à l'époque. Tout à fait. Je lis ça entre les lignes dans le papier. Tout à fait, c'est vrai. Et alors, d'ailleurs, quel est le procès qui vous a le plus marqué ? Alors, le procès qui m'a le plus marqué, c'est sans doute Philippe Maurice. En 1980, je venais d'arriver chez Jean-Louis Pelletier. Ouais. Je l'ai accompagné, je me revois passant devant Notre-Dame. Son cabinet était quai Montebello. Je me revois, ce qui était ridicule, alors qu'il se concentrait, lui expliquer ceux que j'avais rencontrés à Fleury-Mérogis le matin et ce qu'ils demandaient et ce qui pouvait être fait. Et je revois Pelletier se lever à 13h quand on lui a donné la parole, face au président Giresse, face à l'avocat général Dorling Carter, avec la plaidoirie contre la peine de mort. Et en 1h15, le verdict a été rendu et Philippe Maurice a été condamné à mort et a été le premier, en mai 81, à être gracié par François Mitterrand. Et donc c'était l'une des 2 grâces qu'a obtenu Jean-Louis Pelletier. À votre actif, il y a un certain nombre de procès retentissants. Donc, on a parlé de l'affaire OMVA, le gang des postiches, Tibéri, l'affaire Clearstream. Le premier procès où vous avez défendu votre ami Nicolas Sarkozy. C'est difficile de défendre un ami. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué, d'être l'avocat ou d'être l'ami Nicolas Sarkozy ? Le plus difficile, c'est d'être l'avocat de Nicolas Sarkozy, parce que d'abord, il fait le même métier que vous, parce que il va très vite pour répondre et pour vous répondre. Et parce que vous avez la peur de ne pas bien faire. Et vous voyez, un des grands regrets de ma vie, ça a été l'affaire Clearstream. Parce qu'au fond, j'ai voulu trop bien faire. J'étais pris par une sorte de tournis.
J'avais tous mes amis, confrères qui étaient dans la salle. Je savais que le président était à l'Élysée. Je savais qu'on lui rapportait depuis la salle tout ce qui pouvait se passer. Et je pense que j'ai été, avec le recul, bien sûr, j'ai appris. Et je pense que j'ai été trop long et que je n'ai pas bien plaidé cette affaire. Il m'en a jamais tenu rigueur et c'est bien comme ça. Et vous êtes toujours amis? Oui. Plus que jamais. Hein? Plus que jamais. Ce métier, vous le portez en vous. C'est à la fois une vocation, une passion, une raison de vivre, quelque part? Oui, une raison de vivre. Une raison de vivre. Quand je pense qu'il faut aimer son métier, et j'ai la chance d'avoir un fils qui fait le même métier que moi, la même spécialité, qui adore ce qu'il fait, et qui, au fond, me fait dire que Serge Lama avait raison. Un jour, on était au Palais des Congrès, ça n'arrêtait pas, il chantait tous les soirs, sauf le lundi. Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi demain soir vous êtes content, vous faites relâche? Et il m'a regardé, il m'a dit, non, demain je vais chanter à Lille. Mais je lui ai dit, pourquoi? Parce qu'un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne chanterai plus que devant les maisons de la culture et il n'y aura plus personne parce que je serai poussé par les jeunes. La transmission, c'est important. La transmission, c'est important. Et vous savez, je vais vous dire, la transmission, il y a bien sûr quelque chose de judaïque là-dedans, mais j'ai aujourd'hui des clients qui me téléphonent et qui demandent si je suis bien Maître Herzog. Je dis oui, bien sûr. C'est pourquoi? Mais c'est pour une nouvelle affaire. Et là, récemment, il y a un client qui me dit, mais vous êtes le vieux ou le jeune? J'ai dit le vieux. Là, c'est une victoire pour vous. Bien sûr. J'ai dit le vieux. Ah non, non. Il m'a dit, moi, je veux les coordonnées du jeune. Donc vous êtes trop vieux. Hein? Donc j'ai compris qu'il fallait que je sois heureux pour arrêter. Une question sur l'actualité. On arrive à la fin de cette émission. Dominée en cette rentrée 2023 par la présence du rappeur Medine, que tout le monde connaît, aux universités d'été de LFI et de LV. Le contexte, inutile de le rappeler, hein, pédigré, un parcours sulfureux, des raps contre la laïcité, soutenu et fréquenté les antisémites, Dieudonné, Kémy Seba, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça, et puis ce tweet antisémite contre Rachel Kahn, qu'est-ce que ça dit de l'état de la gauche? Ça dit surtout de l'état des responsables politiques qui sont irresponsables. Comment peut-on inviter un individu à participer à des journées pour un parti politique? C'est pas admissible. Quand vous dites individu, c'est-à-dire antisémite, bien sûr, antisémite, anti-laïque, homophobe, ainsi de suite. Anti-tout. Anti-tout. Mais au fond, maintenant, vous savez, c'est peut-être la vitesse à laquelle va la vie. Il n'y a plus rien qui n'est important. Est-ce que ça veut dire que la gauche, quelque part, elle est en train de légitimer l'antisémitisme des islamistes? Une partie de la gauche. Tout à fait. Je le pense. Je le pense. Tout à fait. Et c'est un drame? C'est dramatique, oui. C'est tragique même. Dernière question. Vous avez passé votre CAPA en 79. Oui. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent « avant, c'était mieux » Est-ce que vous avez la nostalgie du passé? La France allait mieux à l'époque ou pas? Sûrement, la France allait mieux. En tous les cas... Est-ce que c'était mieux avant? Je ne sais pas si on peut dire ça. Ce que je peux dire, c'est que en ce qui me concerne, c'était mieux avant parce que entre octobre 2016, la disparition de Jean-Louis Pelletier, et ce début d'année 2017, la disparition de mes amis, Pierre Haïk, Hervé Temim, oui, c'était mieux avant. Merci en tout cas Thierry Herzog d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Bonne fin de journée sur Radio J, à dimanche prochain, merci. Merci à vous.